Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Symbole de séduction, de réussite, plus qu'un gage de bonne santé, notre sourire est désormais un atout indispensable. Les Algériens ne vont plus chez le dentiste uniquement quand ils ont mal, ils veulent aussi avoir de belles dents. Et pour cela, ils injectent énormément d'argent dans leur bouche, allant jusqu'à des devis équivalents à plusieurs mois de salaire. Si vous présentez une ou plusieurs dents manquantes, sachez que cette édentation, outre le préjudice esthétique, peut entraîner des répercussions sur votre santé. Heureusement, il existe aujourd'hui plusieurs solutions de remplacement, des moins onéreuses aux plus sophistiquées. Couronne, bridge ou implant dentaire, quelle solution choisir? C'est la question qu'on posera ce soir à mes invités. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Dr Satri Delel. Vous êtes maître assistante en prosthodontie au CHU Bnimsous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Hamim Samir. Vous êtes implantologiste. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir ce soir Dr Sabrina Ahmim, spécialiste en parodontologie. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Rebhi Yassine. Vous êtes également implantologiste. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous quatre d'être ici ce soir et pour venir sensibiliser autour de cette thématique de santé publique. Il me semble qu'on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer ce soir. La santé bucco-dentaire semble être presque le parent pauvre de la santé, docteur Satri. Absolument, oui. On ne fait pas suffisamment de pédagogie. Disons, il n'y a pas assez de sensibilisation. C'est-à-dire les patients consultent uniquement pour un motif de douleur ou bien un motif esthétique, or que la perte des dents doit être prise en charge, même si ce n'est pas un secteur apparent. Donc le secteur postérieur, généralement, c'est uniquement le secteur antérieur qui est esthétique apparent et incite les patients à consulter. Sinon, la perte des dents postérieures ne constitue aucune gêne, malheureusement, pour les patients et il faut sensibiliser dans ce sens-là. Absolument, c'est jamais assez d'en parler. Docteur Hamimed, justement, il semblerait, aujourd'hui, comme je le disais en préambule, que les Algériens, contrairement à ce qu'on peut penser, ne consulteraient pas uniquement en cas de douleur. Est-ce que le motif esthétique est aujourd'hui un motif récurrent de consultation? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a constaté au courant de notre modeste carrière. C'est que le motif de consultation est diversifié. Auparavant, c'était uniquement un dénominateur commun, c'était la douleur. Absolument. Donc le patient, il a mal. Déjà, il passe en mode auto, c'est-à-dire il prend des antalgiques, des anti-inflammatoires. Quand ça ne répond plus, là, il va consulter le dentiste. Mais de nos jours, les motifs sont diversifiés, beaucoup plus il y a l'esthétique. On voit des gens qui viennent uniquement pour l'esthétique. Il y en a d'autres qui viennent d'un certain âge pour la fonction, donc ils ne mangent pas bien, ils ne mastiquent pas bien. Il y en a même des patients qui sont orientés par des gastro-entérologues. C'est des gens qui sont colopathes et qui sont devenus colopathes à cause de la malfonction de mastication. Donc, on voit que le motif est diversifié. Oui. Voilà. Là, ce que vous dites est très intéressant dans la mesure où peut-être qu'en pensant que le motif de remplacement, puisque c'est un peu la thématique de ce soir, le remplacement des dents manquantes, on pense peut-être que c'est uniquement esthétique, mais finalement, ce n'est pas que esthétique. Il y a beaucoup de troubles qui peuvent être engendrés si on ne répare pas ces dents. Bien sûr, oui, tout à fait. Bon, la fonction, pourquoi la fonction? Parce qu'à travers la fonction, on rééquilibre toute notre flore, la flore buccale, on rééquilibre la flore intestinale, parce que c'est comme ça qu'on peut finalement avoir un équilibre dans notre corps. Oui. Et il faut savoir aussi que la fonction vient... prédomine en fait l'esthétique. Dans notre fonction, en tout cas en tant que chirurgien dentiste, ce qu'on nous demande, on nous dit toujours la fonction prédomine l'esthétique. Même si le patient vient pour un motif esthétique, on est là, on l'écoute, on veut bien satisfaire son motif, mais il faut, en tant que professionnel, penser d'abord à la fonction, ensuite l'esthétique, et on peut trouver un équilibre entre les deux. Absolument. Bien sûr. Idéalement, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre. Peut-être insister justement sur cette notion de devoir consulter, même si les dents, comme vous disiez tout à l'heure, sont antérieures. Il faut absolument penser à réparer ses dents. Docteur Rebhi, alors notre thématique ce soir, c'est un beau sourire. Comment avoir un beau sourire? Est-ce qu'on peut le définir finalement? C'est quoi un beau sourire? Alors, c'est une harmonie entre les dents. Mais quand on dit pour les dents, il faut savoir que la dent présente une teinte, une forme
une harmonie par rapport à la gencive. D'accord. Par exemple, c'est un patient lambda quand il sourit. Si on regarde bien, s'il présente du rose, ça c'est moche. Ça s'appelle le sourire gingival. Donc, c'est une harmonie générale de forme, de teinte et la gencive. Voilà. Ça s'appelle une harmonie entre le rose et le blanc. Voilà. Oui. Alors aujourd'hui, peut-être le blanchiment justement des dents ou l'éclaircissement des dents est très demandé, hein, justement, c'est ça? Parce que peut-être ça a été bien vendu hein, par les stars. C'est ça, oui, on cherche souvent un sourire hollywoodien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le blanchiment, c'est un motif de consultation très fréquent dans les cabinets dentaires en ce moment. Mais il faut savoir, il faut sensibiliser les patients, nos patients, que le blanchiment dentaire doit se faire dans les établissements professionnels, c'est-à-dire chez le dentiste. Il ne doit pas se faire dans des centres d'esthétique. C'est très très important parce qu'on consulte et nos confrères et nos consoeurs peuvent confirmer ça. Des complications liées au blanchiment dans des centres d'esthétique provoquent des problèmes, des pertes d'émail, des nécroses dentaires, donc provoquent beaucoup de problèmes et même des problèmes de gencives. C'est-à-dire que ce n'est pas sans danger, malheureusement. Alors, on a parlé un peu de cette dimension, hein, Dr Sotri, justement, en disant que réparer ses dents, ce n'est pas uniquement esthétique, mais il y a aussi une autre dimension, peut-être psychosociale. Hein. On a tendance à dire que c'est un luxe de réparer ses dents, mais finalement, non. En réparant ses dents, peut-être que c'est aussi réparer l'image de soi. Absolument, oui. Parce que si on n'a pas un joli sourire, tout tourne autour de ce beau sourire, on aura une difficulté d'intégration sociale, qu'on le veuille ou pas. Donc il faudra, c'est-à-dire le patient doit consulter même pour améliorer son sourire. Et comme l'a bien dit mon confrère, le sourire, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre les dents, la gencive, le visage aussi. Ce n'est pas uniquement la couleur, parce que parfois on pense toujours à l'éclaircissement. Il y a des patients qui viennent disant « moi je veux des dents blanches ». Et en consultant, on remarque que la gencive n'est pas en bonne santé. Donc ça, on ne peut pas faire un éclaircissement déjà sur ça. Et pas que ça, vous avez bien dit que ce n'est pas uniquement les dents antérieures, les dents de l'esthétique, on a aussi cette notion de fonction, difficulté de mastication aussi, c'est-à-dire là on sort un peu de l'intégration du cadre social, mais aussi la fonction qui est primordiale aussi pour tous les patients, c'est-à-dire peu importe l'âge, la fonction est importante. Oui, absolument. Docteur Hamimet, justement, sur cette notion ou cette dimension psychosociale du sourire, hein, parce que quand on n'a pas toutes ses dents, par exemple, on a du mal à parler en public, on a du mal à sourire, et ça crée des complexes. Est-ce que vous avez vu au courant, par exemple, de votre pratique, des gens à qui la réparation des dents ou le remplacement des dents a changé la vie? Comme on dit, ça change la vie, parce qu'il y a des gens qui, déjà, quand on a une dentation, un édentement, c'est-à-dire une absence de dents, on peut avoir un trouble de phonation, donc on ne parle pas bien. Okay. Oui. Il y en a même, je connais des patients qui évitent des entretiens d'embauche, qui évitent des événements importants à cause d'avoir des dents absentes. Donc c'est important, beaucoup plus la classe féminine. Donc elle ne peut pas aller par exemple dans un mariage avec un édentement antérieur, c'est-à-dire le devant. Ça c'est impossible. Donc, je pense que même les messieurs aujourd'hui, ça devient important pour eux. C'est vrai que les femmes c'est un peu plus sensible. Hein. D'ailleurs, comme Marilyn Monroe le disait, enfin l'a dit, le meilleur maquillage que pourrait porter une femme, c'est un sourire. Hein. Il ne faut pas se mentir. Mais maintenant, c'est devenu, ça s'est vulgarisé. Même les hommes, et surtout les hommes, viennent nous voir aussi pour des motifs esthétiques. Parce que c'est la confiance en soi, c'est l'équilibre moral. Et l'équilibre moral entraîne l'équilibre physique. Donc tout est lié. Et puis l'esthétique, c'est très important. Oui, bien sûr. C'est l'image de soi qui peut prendre un coup, hein, notamment quand c'est plusieurs dents qui manquent. Je vais vous inviter justement, messieurs, dames, à regarder un reportage qui revient sur une autre spécialité, l'orthodontie particulièrement, une autre spécialité qui peut contribuer à avoir un beau sourire, notamment à travers l'alignement des dents. C'est un reportage signé Amélie Sélégué. Regardez. L'orthodontie, une spécialité dentaire qui traite des anomalies dentofaciales, appelée également malocclusion. Il arrive que les dents soient mal positionnées dans la bouche, alors il faut les corriger. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Une spécialité qui peut contribuer à avoir un beau sourire, notamment à travers l'alignement des dents. C'est un reportage signé Amélie Sélidé. Regardez. Aussi, une spécialité dentaire qui traite des anomalies dentofaciales, appelée également malocclusion. Il arrive que les dents soient mal positionnées dans la bouche, alors il faut les corriger. C'est là qu'intervient l'orthodontiste. Une fois que le diagnostic est posé, on va choisir un plan de traitement pour le patient. Donc parfois, c'est juste une surveillance. Donc ça, c'est le plus simple des traitements. Parfois, on intervient. Donc on intercepte l'anomalie. Elle est là, mais on l'intercepte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas installée totalement, partiellement. On va faire une petite interception. C'est des appareils simples qui ne durent pas longtemps, mais qui sont très efficaces à l'âge très jeune. Donc chez l'enfant en général. Les professionnels reçoivent les patients et interviennent aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes pour une orthodontie fonctionnelle ou esthétique. Il y a en fait deux volets de l'orthodontie. Il y a d'abord le volet médical. Nous sommes d'abord des médecins, nous ne sommes pas des esthéticiens. Ensuite, ce volet médical est attrait aux enfants, aux tout jeunes, qui ont des problèmes de mâchoire, des déformations qui nécessitent d'être pris en charge précocement. Au-delà d'un certain âge, de 12-13 ans, vous ne pouvez plus agir sur l'os d'un adolescent qui ne montre pas la même réceptivité en termes de traitement. Et le deuxième volet, c'est le volet esthétique, on ne va pas le nier, qui permet justement aux adultes de s'offrir un joli sourire. Ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir de l'orthodontie étant jeunes vont pouvoir bénéficier des avantages de l'orthodontie en étant adultes. Mais il est important de consulter le plus tôt possible afin de corriger durablement une croissance irrégulière des dents ou une mâchoire asymétrique. Si on commence par les enfants très tôt, c'est-à-dire que dès lors qu'ils rentrent à l'école, et voire même bien avant, lorsque les mamans partent pour des soins dentaires chez le dentiste, il serait bien de mettre l'enfant sur fauteuil
pour un petit dépistage, voir s'il n'y a pas de carie et s'il n'y a pas de problème d'orthodontie. Et s'il y en a, il faudrait que l'enfant soit orienté vers un spécialiste en ODF. On a beaucoup de problèmes ou de malformations dentofaciales, mais le plus courant, c'est l'encombrement dentaire. On reçoit au cabinet dentaire des patients avec des motifs différents de consultation, sauf que le plus fréquent, c'est l'encombrement dentaire. Donc on reçoit beaucoup des enfants ou même des adultes avec des dents qui sont chevauchées et c'est ça notre motif le plus important. Comme tout traitement médical, l'ODF consiste à établir un diagnostic afin de rechercher les causes du syndrome orthodontique et proposer ainsi un plan de traitement. On reçoit le patient en consultation. On fait un examen clinique puis radiologique détaillé, on pose un diagnostic et c'est là où on va s'orienter sur le traitement. Parfois, on est dans l'obligation d'intervenir rapidement, mais parfois, il faut temporiser. La temporisation, c'est une option thérapeutique. Pour la durée du traitement, elle est variable en général. Elle est variable de 1. On a la difficulté du cas, donc initialement du diagnostic. 2. Il y a la coopération du patient qui est très importante. Un patient coopérant, on avance rapidement qu'avec un patient qui n'est pas coopérant. Donc c'est l'observance du traitement. On a aussi les techniques utilisées. Donc il y a des techniques qui sont plus lentes et des techniques qui sont plus rapides. Dès qu'on parle d'urgence d'intervention, on pense aux enfants, pas aux adultes. Puisque quand un adulte se présente en consultation avec une déformation à 40 ans, ça fait déjà 40 ans qu'il vit avec et donc il n'y a pas de pronostic vital. On peut améliorer son apparence. Mais par contre, lorsqu'on a des enfants qui respirent mal, qui ronflent le soir, qui font de l'apnée du sommeil, en raison d'une déformation de mâchoire, nous avons cette nécessité d'intervenir et c'est l'aspect médical de la spécialité justement. Donc c'est dans ces conditions-là que nous intervenons dans le cadre de l'urgence sur des problèmes de mâchoire qui ne pourraient pas être récupérés à l'âge adulte après. Si les traitements sont quelquefois pratiqués à des fins esthétiques, l'orthodontie est avant tout un moyen de corriger des défauts dentaires qui pourraient créer des pathologies graves. Ils ne doivent donc pas être négligés. C'est un reportage qui a été tourné à l'occasion du dernier congrès de l'orthodontie qui s'est passé à Alger. Alors l'orthodontie, Dr Satri, qui est aussi une spécialité qui s'occupe aussi du sourire. Absolument, oui. Avec l'orthodontie, on peut avoir l'alignement des dents, pas que ça, corriger certaines parafonctions. Mais il faut savoir que l'orthodontie, on devra donc prendre en charge dès le jeune âge, oui. Donc une prise en charge précoce. Et, idéalement. Idéalement, mais aujourd'hui on voit quand même des adultes, voilà. Absolument, il y a donc à présent on peut prendre en charge aussi à l'orthodontie adulte. Mmh. Et nous avons à présent plusieurs méthodes. Donc, on est arrivé maintenant à la révolution où on porte des gouttières invisibles pour corriger ces défauts, on va dire, dentaires. Ça, c'était Tom Cruise. Je pense que c'est le premier qui a porté justement des gouttières. Oui, absolument. Alors, docteur Hamimet, justement, quelle évaluation peut-on nous faire ce soir, j'ai envie de dire, de la véritable prise en charge aujourd'hui des soins bucco-dentaires? Est-ce qu'on arrive finalement à préserver notre capital dentaire, à éviter les extractions, par exemple? Parce que c'est ça la finalité, finalement. Eh bien ça, déjà, ça dépend du patient. Donc, si le patient... Je parle d'une manière générale. OK. Donc, si le patient consulte tardivement, okay, il ne faut pas oublier que la carie dentaire, c'est un fléau classé 3e après le VIH et le cancer. Donc, la carie ne champe pas. Le patient consulte d'une façon tardive. Et là, il est en train de perdre un tissu noble, c'est le tissu dentaire. Okay. Donc, la partie externe de la dent, qu'on appelle émail, c'est une partie qui est irréversible. Quand on la perd, on ne peut pas la retrouver. Moi, ce que je conseille, ce que je recommande, c'est les consultations de dépistage. Même quand son nom l'indique, on dépiste, même quand on n'a rien en bouche, il faut consulter. C'est-à-dire ne pas attendre à avoir une douleur. Exactement, ne pas attendre à avoir une douleur, parce qu'il y a des anomalies, il y a des maladies qui s'installent avec un silence sémiologique, c'est-à-dire on n'a rien du tout, on a pas mal, mais il y a une maladie qui s'installe, type parodontite. La parodontite, il y a docteur
Sabrina qui va nous confirmer ça. Je te passe la parole pour la parodontite parce que c'est important. Oui, voilà. Effectivement. Lorsqu'on on n'a pas de signe en fait de douleur, on n'a pas de signe alarmant pour une personne lambda lorsqu'on a une parodontite. Mais une parodontite, ça va doucement et vraiment, mais de manière fulgurante. Doucement, mais en même temps fulgurante. C'est contradictoire, mais ça l'est. Parce que c'est-à-dire on ne découvre ça que lorsque c'est tardif. Exactement. Donc ils viennent voir le spécialiste, en l'occurrence, moi, quand je parle de moi, je vois le spécialiste en parodontologie, mais c'est trop tard. Les dents s'embobilent, il n'y a plus de capital osseux, la gencive déchaussée. Donc là, il faut intervenir beaucoup plus tôt. Et là, je lance un appel aux patients et aussi au contraire. C'est-à-dire qu'il faut essayer, quand on fait une consultation, c'est une consultation, il faut vérifier aussi les gencives, si elles sont saines, s'il n'y a pas de parodontite à côté. Et puis, dernièrement, je reçois beaucoup de patients avec des parodontites agressives à un âge très jeune, c'est-à-dire à 19 ans, 18 ans, perdent ses dents quand même à 17 ans, alors qu'elles sont intactes, blanches. Des dents saines. Blanches, et on les perd parce que c'est une maladie qu'il faut détecter. Il faut détecter le plus tôt possible. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, docteur Lapri, que je parle particulièrement des professionnels, parce que peut-être que les patients l'ignorent, que les professionnels aussi sont sensibilisés sur cette importance de préservation de la dent, parce que parfois, disons-le, les soins dentaires coûtent cher, et donc peut-être le patient va demander d'extraire sa dent. Est-ce que les professionnels aujourd'hui sont en mesure de dire non, il ne faut pas enlever cette dent, ou proposer une alternative? On est dans l'obligation de dire non. On est dans l'obligation de sensibiliser le patient. Ça ne se passe pas comme ça sur le terrain, il faut le dire. Si. Normalement, ça doit se faire comme ça. Parce qu'on est dans l'obligation des moyens. La déontologie nous oblige. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer quand le patient va dire « moi, je n'ai pas les moyens de faire des soins », par exemple? Il y a des solutions alternatives. Par exemple, il y a des soins transitoires. Par exemple, en prothèse, si elle n'a pas les moyens de poser des implants, il va faire une prothèse amovible. Non, je ne parle pas uniquement. Je parle avant. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Moi, je parle avant d'arriver à la perte de la dent, justement, parce que tout est là. Tout est là, justement. Tout est là, oui, docteur Sotri. Tout est là, justement. Qu'est-ce qu'on peut proposer en réalité? Parce que oui, disons-le encore une fois, un soin dentaire aujourd'hui coûte cher et il est très peu remboursé ou pas du tout remboursé. D'un point de vue prothétique, on peut passer par des solutions transitoires pour temporiser, permettre donc aux patients en disant d'avoir d'économiser un peu pour se permettre une solution définitive. C'est vrai qu'en ce moment, c'est l'implant qui est la solution de choix, mais parfois même les prothèses amovibles sont une bonne alternative et on est obligé de passer par ça. Docteur Hamimet, je parle avant l'implant. C'est-à-dire, j'insiste là-dessus, parce que je parle des autres convives qui ont insisté sur l'implantologie comme solution. Effectivement, on va le voir tout à l'heure, c'est une des meilleures solutions proposées aujourd'hui. Moi, je veux dire, même avant, parce que c'est ça, si on doit faire de la prévention, ça se passe bien avant. C'est-à-dire ne pas arriver à extraire une dent. Parfois, les patients n'ont pas les moyens de faire des soins. Qu'est-ce qu'on peut bien proposer aujourd'hui? C'est-à-dire que de plus en plus, on devient conservateur. Donc, si on arrive à conserver une dent, on la conserve. Et on conseille au patient et on va lui expliquer les conséquences de l'extraction. Parce que quand on extrait une dent, il y a des conséquences qui sont... qui sont irréversibles. Absolument. Quand il y a un problème de cherté, quand vous dites cher, c'est relatif. Les soins, quand vous dites c'est cher, c'est un petit peu relatif. Si, c'est cher quand même les soins dentaires. C'est connu et par le monde, pas uniquement chez nous. Ça reste cher pour un père de famille qui a des enfants qui doivent faire des soins et lui aussi qui doit faire ses soins. Probablement sa femme aussi. Par rapport aux autres pays dans le monde. Voilà, oui, mais à comparer en termes de pouvoir d'achat aussi, ça reste cher. Ce pouvoir d'achat non plus n'est pas le même. Il faut prioriser dans la vie. Il faut prioriser. Aujourd'hui, le prix moyen d'une réparation d'une dent, c'est quoi? Réparation, c'est vaste. Quand vous dites réparation, c'est vaste. Donc, un soin, un plombage, par exemple. Un soin le plus classique, le plus superficiel. Oui, sans arriver à la dévitalisation. Oui, une fourchette de 3 000 à 8 000. Si ça se fait sous microscope, donc c'est un luxe, ça peut arriver jusqu'à 12 000, par exemple. On peut citer des prix, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout dépend des moyens mis en œuvre. Pour un smicard, ça reste quand même cher, vous ne pensez pas? Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord.
Mais après, peut-être que ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on fait dans le qualitatif, hein, ça reste toujours cher. Ouais. Faire attention à sa gencive aussi contribue à préserver son capital dentaire. Oui, exactement. C'est ce que je viens de dire. Il faut justement faire attention à sa gencive. Lorsqu'on porte des prothèses dentaires ou des implants, lorsqu'on a bénéficié d'implants dentaires et lorsque nous avons des dents naturelles. Oui, absolument. Donc, les signes... Parce qu'on a tendance à banaliser ou à ne pas prêter attention justement à la gencive. C'est ce que je disais. C'est ça qui peut entraîner justement la perte d'un implant et la perte d'une couronne dentaire. Et vu les prix et la cherté de la chose, il y a intérêt à garder au maximum ses prothèses et ses couronnes et ses dents surtout. Donc pour ça, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a de nombreuses solutions. Hein, je le disais tout à l'heure en préambule, hein, docteur Labri. Est-ce qu'on peut passer rapidement sur les solutions de remplacement justement des dents qu'on propose aujourd'hui? Plusieurs arsenal thérapeutique à notre faveur. On peut commencer par une prothèse amovible. Oui. Une prothèse amovible à châssis métallique, un bridge, c'est-à-dire un pont, et des implants. Oui. Voilà, c'est les 4 solutions qu'on a pour remplacer un édentement ou un vide. Absolument. Alors, c'est une question qui revient souvent dans la bouche des patients, une dent cassée, parce que ça aussi c'est important de... Oui. Est-ce qu'on peut la recoller? La dent elle-même, c'est-à-dire la dent cassée, si on garde le fragment. Si on arrive à retrouver par exemple le fragment. Notamment pour les enfants, par exemple, quand ce sont des chutes. Surtout pour les enfants, absolument, oui. Oui, donc c'est faisable. C'est faisable. Surtout à présent, avec tous les matériaux, c'est-à-dire de collage, on peut faire ça. Oui. Même si on n'a pas le fragment, il y a aussi des moyens pour remplacer. C'est-à-dire rester dans la même idée de la dent cassée, donc une dent délabrée, une dent à l'état de racine. On peut proposer plusieurs éventualités avant d'arriver à l'implant. Mais bien sûr, chaque éventualité a ses indications. Absolument. On commence par justement. Oui, on commence par peut-être vous en avez dit un mot, les prothèses amovibles, ce sont les moins, on va dire, invasives. Oui. Ça marche encore ou c'est en déclin? Si, ça marche. Oui. Et, je vous ai dit, parfois, c'est la meilleure solution de temporisation ou bien parfois c'est définitif. Tout dépend le cas, tout dépend la situation clinique qui est donc face à nous. Et je peux vous dire qu'à présent, avec la numérisation, la révolution donc, dont on est arrivé, que même la partie amovible est... à condition qu'elle soit bien faite. Hein. Parce qu'une prothèse amovible, quand elle est mal faite, répéter aussi. Hein. Ça, il vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir une prothèse amovible mal adaptée. Pas de souci. J'ai pas pris le truc. D'accord. Oui, allez-y. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, on préfère ne pas avoir une prothèse amovible. Que d'en avoir une mal adaptée, mal conçue, etc. Je suis d'accord. Bonjour les déchaussements, bonjour les... Voilà, exactement, parce que ça se répercute sur les gencives. Les crochets vont tirer la gencive vers le bas des dents qui restent et les dents restantes vont disparaître parce qu'elles seront malmenées par ces crochets-là. Exactement. Et mal adaptées au niveau de la gencive. C'est très vaste, c'est biomécanique, c'est très vaste. Mais par contre là, après on va évoquer ce qu'elle a dit. Oui, allez-y, docteur. L'un des inconvénients majeurs de la prothèse amovible, c'est le disconfort de nos patients puisqu'elle est mobile. Donc nos patients se plaignent souvent puisqu'elle est mobile. Et deuxièmement, comme ma collègue l'a bien dit, c'est que les crochets provoquent des déchaussements et l'habillement des dents porteuses de crochets. Ça, c'est très, très important. Voilà. Oui, mais parfois, peut-être que c'est le seul choix qu'on peut proposer à certains patients. Hein. C'est ça qui est peut-être un peu compliqué, n'est-ce pas? Quand le patient présente vraiment des contre-indications absolues à l'implantologie, mais en dehors de ça, il y a d'autres solutions. Oui, encore une fois, peut-être le plus grand avantage, hein, disons-le, c'est que c'est pas très cher. Hein. C'est pour ça les gens peut-être vont vers la prothèse amovible. C'est accessible. Voilà, c'est pas très cher. Hein, parce que après, peut-être ça peut être, comme vous venez de le dire, une alternative temporaire, pas définitive. Voilà, une alternative temporaire en attendant. J'imagine que c'est ce que vous faisiez, vous conseillez aux gens de la faire en attendant de pouvoir se permettre. Voilà, un des implant. Fois, en attendant, reste 40 ans en bouche. Hein. Malheureusement. Mais de moins en moins, les patients ne veulent pas avoir de prothèses amovibles. Les plus jeunes surtout, absolument. Voilà. C'est le caractère qu'on propose.
C'est le caractère qui se remet, donc ça n'a pas bonne réputation. Oui, c'est le caractère mobile qui dérange. Avoir un beau sourire, être donc. Oui, on a compris que le motif esthétique était très important. Et le confort aussi. Là, on voit des images justement de bridge. On va parler peut-être avant de parler du bridge, on va parler de la couronne, qui est justement peut-être avant d'arriver au bridge, qui est une couronne sur plusieurs dents, c'est ça. Alors la couronne, c'est quoi? C'est finalement comment on peut la définir? C'est un artifice prothétique, donc qui vient s'agréger sur une préparation. Donc on prépare en préalable une dent. Il faut que la dent donc est là. Soit elle est reconstituée, c'est-à-dire si le patient il a perdu quand même une partie de cette couronne, on peut la reconstituer. D'où l'intérêt, je vous ai dit tout à l'heure, que même les dents délabrées, maintenant on peut les conserver. Donc il faut sensibiliser par rapport à ça. Et, ça c'est très important, c'est-à-dire même quand une racine est toute petite et qu'elle est c'est-à-dire encore solide, on peut la préserver absolument. On peut la préserver donc par le biais de la prothèse fixée. Donc ça c'est le caractère. On voit justement la couronne. Voilà, ça c'est une couronne. Donc c'est cet artifice donc il va s'agréger sur un pilier. Donc ce pilier il peut être la dent naturelle ou bien un pilier reconstitué parce qu'on peut reconstituer une dent délabrée. Ensuite le bridge c'est l'association de plusieurs éléments, donc plusieurs couronnes, c'est un bridge. Voilà. Oui, il faut rappeler juste que les soins qu'on doit faire avant de placer une couronne sont très importants. Voilà, c'est une étape très importante. C'est vrai que là, tout dépend le cas. Oui. On le dit toujours que le meilleur pilier, c'est la dent vivante. Oui. Donc, on peut parfois faire un bridge sur des dents sans les dévitaliser. Et c'est pas une erreur. C'est-à-dire, on peut faire la taille sur une dent saine. Voilà. C'est-à-dire pas dévitalisée. Pas dévitalisée, vivante. On va dire vivante, sous anesthésie. Il y a certaines précautions à prendre, travailler sous spray et tout. Donc, on le sait dans le domaine professionnel. C'est quoi l'avantage? C'est le meilleur pilier. D'accord. En termes de solidité, en termes de pérennité, absolument, c'est ce que j'allais dire. Et c'est pas une erreur parce que les patients parfois, dès qu'ils voient une radio, ils vous disent voilà j'ai un bridge, ils voient pas que c'est dévitalisé, c'est un état de panique pour eux. Ils viennent vous dire voilà on m'a fait un bridge sans soigner les dents. Et c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation. C'est-à-dire quand la dent est encore saine, voilà, c'est ça l'idée. Quand elle est saine, voilà, quand elle est saine, mais si elle est carriée, non. Vaut mieux dévitaliser pour ne pas avoir de soucis. De mauvaises surprises. Il y a un moment fatidique, j'en parle en connaissance de cause. Oui. Avant la couronne, c'est la prise de l'empreinte. Ça aussi, c'est un moment redouté. Oui. Oui. Alors, la prise de l'empreinte, pour ceux qui ont le réflexe nauséeux, c'est terrible. Alors, ceux qui ont les réflexes nauséeux, malheureusement pour eux, la pâte et le portant, ce qu'on appelle le porte-empreinte, etc., ça cause problème. Oui. Mais de nos jours, l'innovation nous a offert les trucs, la prise d'empreinte avec des scanners, ce qu'on appelle un scanner intraoral. Donc, c'est une caméra qu'on fait passer. C'est l'empreinte optique, c'est ça? Exactement, l'empreinte optique qui n'est pas donnée au monde. Mais ça rend un très grand service. Mais ça commence à se démocratiser, ça commence à... Voilà, on peut la retrouver aujourd'hui dans les centres dentaires. Oui, on peut la retrouver dans les centres dentaires, mais... Pas tous les centres dentaires, parce que ça reste quand même... Ça reste quand même hors de prix. Voilà. Mais il faut dire quand même que la technologie a amélioré des choses. Même si ça reste un peu cher. C'est un confort inégalé à l'empreinte optique. On évite ce réflexe nauséeux. C'est plus rapide aussi, n'est-ce pas, j'imagine? C'est très rapide et il y a une précision surtout. C'est par rapport à la précision. C'est très précis, on n'a pas de déformation, on n'a pas tous les défauts disons, de l'empreinte traditionnelle avec les matériaux empreintes. Absolument. Puisque vous parlez de matériaux, justement, quels sont les matériaux aujourd'hui proposés pour les couronnes, justement, parce qu'il y en a plusieurs? On a ce qu'on appelle pour les dents postérieures, on a la céramo-zircone ou bien la full zircone. Avant, on faisait la céramo-métal, mais maintenant, de plus en plus, nos patients refusent la céramo-métal parce qu'à force de mettre des bridges en céramo-métal, il y a des liserés grises. Donc, nos patients refusent du métal. Voilà. En général, on a ces trois matériaux. Et pour les dents antérieures, on a ce qu'on appelle la céramique pressée ou la UMAX. C'est plus esthétique et plus beau. C'est quoi l'avantage de chaque matériau, finalement? Alors, si on doit les classer de la moins chère à la plus chère, qu'est-ce qu'on va... Alors, la céramo-métal, c'est la moins chère. Il y a aussi la résine.
Lui, Oui, il est parti directement sur le luxe. Alors, pour la résine, Je pense que vous êtes un peu parti sur le luxe directement, mais après, il faut penser à toutes les bourses. Même si la résine, aujourd'hui, elle est peut-être un peu critiquée par rapport à la pérennité, par rapport au changement peut-être de la teinte. Mais après, ça reste quand même un choix pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre la céramo-céramique. Le pourcentage des couronnes en résine dans notre activité maintenant, ou bien en Algérie, ou bien maintenant, c'est inférieur à 5%. Oui, mais peut-être pour les dents antérieures, encore une fois, ça peut se faire, non? Oui. C'est pas esthétique du tout. Non, plutôt, voilà, postérieure, plutôt, voilà. Couronne métallique, moi, sincèrement, je préfère la couronne coulée en métal qu'à la couronne Ça se fait encore, la couronne métallique, parce que finalement, c'est la plus solide, il faut le dire. Je la propose. Après, ça dépend de quel métal. Oui, docteur Hamimet. Oui, allez-y. Non, c'est un truc typiquement technique. Je veux dire, oui. J'ai compris. C'est par rapport à la biomécanique. Aux patients qui présentent un sourire large, la couronne coulée devient inesthétique. Oui. Il y a certains patients, quand ils sourient, ils découvrent jusqu'à la molaire. Oui, pour certains patients. C'est inesthétique un tout petit peu. Ça dépend, c'est du cas. On ne va pas proposer une couronne coulée antérieure. Ça prend combien de temps la pose d'une couronne aujourd'hui? C'est-à-dire entre le soin, la prise de l'empreinte et le placement. Techniquement, comment ça se passe? Ça prend combien de temps et puis ça se passe comment? On va prendre 3 à 4 semaines si je parle directement en termes de temps réel. Sinon, ça dépendra aussi. Il y a le facteur qu'on a des techniciens de laboratoire qui collaborent avec nous et ça dépendra aussi d'eux. C'est-à-dire pour recevoir le travail, parce qu'il faut savoir que la partie prothèse est une étape clinique et de laboratoire. Pour arriver à placer une prothèse, il faut cette collaboration. Oui. On a de bons prothésistes aujourd'hui. Est-ce qu'on est satisfait? Mais bon, c'est une question qu'on peut poser aussi, parce que voilà, le travail n'est pas uniquement le travail du dentiste. C'est une collaboration, c'est une collaboration entre le praticien et le technicien de laboratoire. Pour parler donc de ce volet, il y en a de bons techniciens de laboratoire, oui. Il y en a de bons prothésistes. Ils se forment en tous les cas, ils se forment de plus en plus. C'est mieux qu'avant, comme dans tous les domaines. Ils se forment à de nouvelles technologies. Il faut qu'ils aient une belle empreinte aussi. Il faut que les praticiens. C'est une collaboration. Il faut que le dentiste travaille bien, pour que le prothésiste puisse faire son travail. Absolument. La durée de vie de la couronne? Comme une dent, elle dépend de plusieurs paramètres. Par exemple, l'hygiène bucco-dentaire, l'état de gencive, la motivation. Ça, c'est très important à rappeler, l'hygiène, parce qu'il faut dire que même si on a de fausses dents, peut-être même il faut faire doublement plus attention quand on a de fausses dents. Parce que les gens disent que ma dent elle est dévitalisée ou ce n'est qu'un implant, ce n'est pas une vraie dent. Peut-être on a tendance à se lâcher un peu. C'est l'erreur de beaucoup de patients. Ils pensent qu'une fois restauré leurs dents par une prothèse ou une couronne ou n'importe quoi, ils pensent qu'ils ne devraient jamais revenir chez le dentiste. Mais bien au contraire, les contrôles périodiques sont obligatoires. C'est-à-dire 6 mois après la pose, des couronnes et une fois par an au minimum, avec une hygiène stricte. Même pour, je continue sur la même idée, même pour tout type de prothèse, quel que soit le caractère, parce que même le caractère mobile, ou ce qu'on dit nous, les prothèses amovibles, il faut une maintenance, une bonne hygiène. Mais là, c'est peut-être plus simple à nettoyer, vous ne pensez pas, quand c'est une prothèse amovible? Oui, c'est plus simple, mais parfois on voit... de la négligence. La négligence et on voit quand même l'installation de certaines maladies dues donc à la mauvaise hygiène de la prothèse, les candidoses et tout ce qui est champignons de la cavité buccale, les stomatites sous-prothétiques, donc tout ça est lié à la mauvaise hygiène de l'appareil qui est mobile. Oui, mais la couronne quand même finalement a une durée de vie ou pas? On peut l'avoir toute la vie? Ça dépend du matériau. Oui. Alors si c'est de la céramique, toute la vie. Docteur Hamim. Oui, pardon. Oui, allez-y, terminez. Tant qu'elle est en bouche, on ne cherche pas elle a une durée de vie, elle peut durer à vie. Oui. Mais elle vieillit, c'est vrai que la céramique vieillit, mais elle peut rester très 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 longtemps en bouche. Donc, voilà. Ça dépend du matériau avec lequel la couronne a été conçue. La résine, elle s'abrase facilement, contrairement aux autres matériaux. Voilà. Sabrina, pour justement revenir un peu sur la gencive aussi, c'est très important, encore une fois, faut-il le rappeler, pour l'adhésion aussi de la couronne, n'est-ce pas? Oui, il faut justement passer par une prothèse provisoire.
C'est ce que souvent les patients n'aiment pas. Pourquoi je dois rester 4 semaines avec une prothèse provisoire si ma couronne est prête? Je veux mettre ma couronne. En fait, non, on ne le fait pas pour embêter le patient ou parce qu'on veut retarder. Il faut attendre une cicatrisation de la gencive, voire une bonne adaptation. Si votre provisoire est déjà bien adapté, la définitive, ça sera comme, elle va rentrer comme un gant, hein, ça sera directement. Et puis, on va essayer à travers cette provisoire d'éduquer le patient d'un point de vue hygiénique. Voilà comment il faut faire, même si c'est une provisoire, il faut brosser sa gencive, de la gencive vers la dent. N'ayez pas peur de perdre votre couronne. C'est pas ça qui va faire que vous allez la décoller. Non, c'est le fait de ne pas se brosser les dents, ne pas brosser sa couronne et sa gencive en même temps qui va entraîner la perte de la couronne. Oui, voilà. Absolument. Docteur Lapri, le bridge, c'est un peu comme la couronne, mais c'est sur plusieurs dents, c'est ça? Oui, en fait, un bridge dentaire, c'est comme un pont. Donc, on est obligé de tailler 2 dents adjacentes. Comme son nom l'indique, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et remplacer, par exemple, pour remplacer 4 dents, plutôt 2 dents absentes, on est obligé de tailler la dent à droite et la dent à gauche. Là, on voit justement à l'image d'un bridge. Oui, je pense que c'est un bridge total sur dents naturelles, en zircon, j'imagine. Donc, pour faire un bridge, on est obligé de tailler 2 dents. C'est une patiente à vous, docteur Ahmed, je pense. Elle va décrire le cas, alors. C'est une céramo métallique, mais elle est bien faite. voilà. Tu as cru que c'était une zircone. Voilà, donc, c'est bien fait. Donc, le technicien Il y a de la concurrence dans l'air. Oui. Non, on est des collègues, donc ça va. Oui, docteur Lapri, continuez. Donc, je disais que pour faire un bridge, on est obligé de tailler les 2 dents piliers, c'est-à-dire bordantes de l'édentement pour pouvoir insérer le bridge. Voilà. Oui. L'inconvénient, le plus grand inconvénient justement du bridge, peut-être, c'est de toucher. On parlait tout à l'heure justement de la préservation du capital dentaire et des dents saines. C'est de devoir toucher parfois à des dents saines. Pour faire un bridge, on est obligé de toucher aux dents pour les transformer en piliers. C'est un massacre finalement. Parfois, Pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Parfois. Tout dépend de l'indication, tout dépend de la situation donc présente. Maintenant, si le patient devant moi présente un gros soin et tout, ça ne va pas me faire de la peine pour tailler la dent et l'intégrer dans un bridge. Après, c'est vrai, si c'est une dent saine, pas de carie. Si on a un seul vide, par exemple, est-ce qu'on va aller faire un bridge ou qu'est-ce qu'on va conseiller? Un seul? Oui, une dent. Un implant, la solution de choix, c'est l'implant. Et si le patient n'a pas les moyens, je préfère passer par une solution transitoire, proposer une petite prothèse amovible qui va remplacer juste cet édentement-là d'une dent et bien sûr attendre le patient. Et quand on dit attendre le patient, on ne va pas l'attendre une éternité. Donc il faut que le patient coopère aussi avec nous et ait cette conscience de remplacer définitivement cet espace édenté. Oui. Parce qu'une solution transitoire, il faut savoir que c'est transitoire, comme son nom l'indique. C'est ça, il faut en faire un projet en soi. C'est-à-dire pas comme disait tout à l'heure justement Dr Hamimed, 40 ans, bon, c'était un peu pour rire, mais bon, c'est pour imager un peu l'attente, hein, justement. Oui. On ne peut pas... Oui. On ne peut pas attendre tout ce temps-là quand même. Il faut que le patient, je vous ai dit, ait cette conscience de remplacer définitivement cet édentement. Voilà qui nous emmène justement à parler de l'implant, hein, puisque c'est la solution vraisemblablement idéale à proposer quand on a un vide. C'est plus radical, hein, l'implant, docteur Ahmed. Plus radical. Oui, c'est plus radical. C'est plus invasif. Non, moi je suis tout à fait, je raisonne tout à fait le contraire. Oui. C'est pas invasif. Alors c'est l'acte chirurgical qui est invasif. Oui, okay. Ça en fait partie. Par contre, voilà, parce que l'implant, quand ça va mal, dans les pires des cas, on dépose la couronne, on dépose l'implant, on ferme la gencive. Et la suite, ça ne nous appartient pas, c'est une cicatrisation divine. Okay. Par contre, si on touche aux dents naturelles, on touche à l'émail, là on ne peut plus revenir en arrière. Donc, le plus invasif, c'est toucher à l'émail, toucher aux dents naturelles. Oui, non, mais quand on parle peut-être d'invasif, c'est dans le sens où on fore quand même, c'est un acte chirurgical comme vous venez de le dire, et puis on va forer dans la mâchoire. C'est quand même assez impressionnant à l'image de l'implant, vous ne pensez pas? Ça fait peur aux patients, effectivement, mais en réalité, en tant que professionnel, pour nous, non, l'implant, il nous rend service au lieu d'aller toucher à des dents saines, parce que je pense qu'il n'y a plus de dentistes qui touchent à des dents saines pour remplacer une dent. Ça existe encore. Une dent saine et une dent saine, on a un vide, on va tailler des dents saines. Pour moi, c'est inimaginable. C'est vrai que ça fait peur, la chirurgie en elle-même, mais je pense que les derniers temps, ça s'est vulgarisé. Les gens ont de moins en moins peur de la chirurgie. On va dire que les gens posent beaucoup de questions aujourd'hui sur l'implant. Oui. Voilà. Peut-être
cette émission est là justement pour sensibiliser, pour dire que finalement, pour les patients peut-être les plus anxieux, parce que beaucoup de gens ont peur de la chirurgie, dire que c'est un geste qui se banalise, qui se fait en quoi? En 20 minutes, allez, disons-le. Généralement, pour un implant simple, ça ne dépasse pas les 30 minutes. Le geste compris en quelque sorte du début jusqu'à la fin, en quelque sorte. Une parenthèse. Je reviens vers vous. Oui, allez-y, terminez. Donc, je disais que le geste lui-même pour un implant simple ne dépasse jamais 30 minutes de la préparation jusqu'à la pose de l'implant, l'étape finale, en quelque sorte. Ce qui prend du temps, c'est la préparation du patient et la préparation de la salle. Et là, je lance un appel. Un implant doit se faire dans des conditions bien asepties. On peut le faire dans un cabinet dentaire, oui, mais on doit transformer la salle en quelque sorte en salle adaptée. L'asepsie est très, très importante pour la réussite et pour avoir les 97% de taux de réussite en implantologie. Et juste par rapport à l'invasivité de l'implantologie, il faut savoir que les suites post-opératoires d'une extraction de dents de sagesse sont beaucoup plus importantes qu'un implant simple. Justement, on va voir une image, peut-être d'un patient à vous, docteur Hamimed. Il s'agit de quoi? C'est une molaire posée sur un pilier implantaire. Voilà, donc c'est un implant, un édentement unitaire. Là, le motif, c'était un motif fonctionnel. Oui. Voilà, donc il y a ce que vous voyez en gris, c'est le pilier. Le pilier sur lequel repose la couronne. Voilà. Oui, revenir peut-être un peu sur l'aspect, parce que j'insiste là-dessus, c'est un message très important, justement, docteur Sitri, dire aux gens qui nous regardent que peut-être dans la quête d'un dentiste qui ne soit pas très cher ou qui soit plus ou moins accessible, on peut peut-être passer à côté de la qualité, justement. Il faudrait insister sur cet aspect d'hygiène, cet aspect d'asepsie, de ne pas faire ce geste, parce que ça reste quand même une chirurgie, de ne pas le faire n'importe où. C'est vrai, ça reste quand même une chirurgie, ça nécessite une asepsie. Donc la salle de soins va être transformée donc en petite salle de chirurgie, donc où il y a donc tous les moyens d'asepsie, d'hygiène doivent être donc rigoureuses. Après, c'est vrai, il y a certains patients qui préfèrent aller chez un dentiste qui propose un prix un peu moins qu'un autre. Absolument. Et là, passer à côté peut-être de la qualité, justement, c'est ce qu'on disait, quand on fait dans le qualitatif, généralement c'est plus cher. Qu'est-ce que finalement, on en parle depuis tout à l'heure, mais un implant, c'est quoi? C'est une racine qu'on va venir placer, une racine métallique? C'est une racine artificielle, c'est-à-dire si on veut vulgariser c'est quoi donc un implant, c'est une racine artificielle en fort à l'intérieur de l'os pour placer cette racine et donner une similitude à la situation naturelle, c'est-à-dire une racine naturelle, ça c'est une racine artificielle et on va placer donc dessus une couronne prothétique pour avoir cette esthétique et la fonction. C'est une racine en titane le plus souvent, c'est ça? En titane, ancrage en titane. Il y a aussi la zircone, mais on ne pose pas. Enfin, chez nous, il n'y a pas d'implant en zircone. Mais ça existe, ça existe. Oui, ça doit être plus cher aussi. Pas forcément, forcément. Dans certaines marques, non. Le plus répandu, c'est le titane. Oui. Docteur Hamimed, alors il n'y a pas une solution implantaire, mais plusieurs. Finalement, on peut remplacer une dent, comme on peut remplacer plusieurs. Oui, tout à fait. Je voudrais ouvrir une parenthèse concernant le truc, la chirurgie, parce que ce qui bloque les patients actuellement concernant l'implant, il y en a deux motifs. Le premier, c'est le coût. Ça reste quand même pas très accessible à tous les patients, bien sûr. Et le devis est en fonction du système, de la marque de l'implant, parce qu'il y en a plusieurs marques. Et le deuxième, c'est la stomatophobie, c'est la peur de la chirurgie. C'est ça. Alors moi, je lance un appel, avec des confrères, on est en train de lancer la chirurgie guidée, on parlait avec Sabrina. Okay. Alors la chirurgie guidée, donc on n'ouvre pas la gencive, comme son nom l'indique, elle est guidée, planifiée par un logiciel, et on fait la technique ce qu'on appelle la flapless, c'est-à-dire il n'y aura pas une ouverture, on ne va pas décoller la gencive, etc. Le patient, un acte qu'on faisait auparavant en 20 minutes, on peut le faire en 10 minutes. Donc c'est très rapide, c'est très light. Ça se passe comment finalement si on n'ouvre pas? Ça se passe comment? Comment on peut justement placer? On est guidé par le guide, comme son nom l'indique. Donc on force directement, mais à condition que ça soit planifié, bien sûr, via un logiciel de planification. En fait, on fait une petite incision circulaire, juste pour placer le forage et la racine. Donc il est là. Mais ça fait moins peur aux patients. Voilà, en fait, c'est d'ouvrir et de voir beaucoup de sang qui fait peur aux patients.
Voilà. Non, c'est l'idée de la chirurgie. Moi, je pense que les patients, l'idée déjà que ce soit une chirurgie, l'idée de dire qu'il y a quelque chose qui va venir s'implanter dans sa mâchoire, c'est ça aussi qui fait peur. Une patiente m'a dit, parce que le sang, on le voit pas me dire chirurgie, il faut pas me dire, dites-moi pose d'implant, pas chirurgie. C'est le mot chirurgie. Voilà. Parce que le sang, on le voit pas vraiment quand on fait un implant, n'est-ce pas? En fait, l'un des avantages majeurs de la chirurgie guidée, c'est la précision, en fait. Parce qu'on planifie à l'avance notre geste et on fore à travers un guide avec des douilles, donc on ne dévie jamais en quelque sorte. C'est-à-dire on pose notre implant où on veut au préalable, c'est-à-dire la précision, elle est optimale. Mais ça, c'est encore un projet, ça, on ne le fait pas encore. Si, on le fait depuis 1999. Non, chez nous. Chez nous, si, on le fait, c'est ça. Ça a commencé, ça va, Inch'Allah, être... Non, quand vous avez parlé de projet, donc c'est pour ça que je pose la question. C'est-à-dire la vulgarisation. Genre la vulgarisation, donc, voilà. D'accord. Semi-guided, on va semi-guider. D'accord. On revient un peu, si vous permettez, s'il vous plaît, sur les solutions implantaires. Alors, on avait dit soit un seul implant ou plusieurs. C'est ça. Donc, finalement, l'implant peut venir répondre à un édentement unique ou voilà, complet, multiple. Multiple, surtout pour satisfaire un peu les patients qui refusent le caractère amovible des patients donc, qui ne veulent pas donc, porter une prothèse amovible. On peut proposer cette solution donc, de placer des implants. Le nombre va dépendre aussi, donc va dépendre de la situation. Et la solution prothétique va avec. C'est-à-dire c'est une planification au préalable. Ce qu'on disait projet, peut-être c'est le projet, donc prothétique, c'est la planification. Voilà, absolument. Ça, c'est un cas d'un édenté total où on a placé donc des implants. Ça, c'est des piliers, ce qu'on appelle les piliers multi-unites ou des piliers coniques, pour placer par la suite une prothèse qui va être vissée sur ces piliers-là. Donc là, on va avoir... C'est mon cas. C'est-à-dire une prothèse transvissée sur ces implants-là. On peut faire aussi une prothèse qui va être scellée sur des piliers, parce qu'on a, je vous ai dit... C'est-à-dire finalement que quand on n'a pas toutes ces dents, on ne va pas placer un implant pour une dent. C'est-à-dire on peut placer 6 ou 7 pour la totalité de la mâchoire. On peut aller de 4 jusqu'à 8 implants. Et pour la mâchoire du bas, on peut aller de 2 implants jusqu'à 8. Et chaque nombre d'implants aura sa solution prothétique qui va avec. Oui. Alors, pour arriver à placer un implant, tout le monde n'est pas éligible. On va vérifier la mâchoire, l'épaisseur de la mâchoire, on va vérifier aussi les antécédents, par exemple, de santé. C'est l'étape la plus importante, c'est ce qu'on appelle l'étude et la planification. Absolument. Donc on se base sur un examen clinique, sur des examens radiologiques qu'on appelle COMBIM ou scanner en 3D. Et là, on va planifier et faire l'étude. C'est l'étape, moi je dirais, la plus importante. Mes confrères peut-être vont... Oui. Le problème de gencive... L'examen biologique déjà. Pour voir si le patient n'a pas de contre-indication d'ordre général. C'est ça, déjà la première, c'est ne pas avoir de maladie. Ne pas avoir de maladie. Il y a des contre-indications absolues. C'est par exemple cardiomyopathie, valvulopathie. Certains diabètes aussi compliqués. Un diabète déséquilibré, voilà, vraiment déséquilibré. C'est pas une contre-indication formelle. Le diabète et l'hypertension, ce ne sont pas des contre-indications formelles. Ça dépend de chaque patient, de l'équilibre. Il y a des contre-indications formelles aussi, même locales. Lorsqu'on a une parodontite agressive qui est des problèmes de gencives. Voilà, c'est la parodontite agressive et qui est en plein. Vulgariser un peu peut-être. Ah, oui. Là aussi, on peut pas poser des implants lorsqu'on a une parodontite qui est là en plein action. On peut déjà traiter la parodontite, après penser à poser des implants. Oui. Est-ce qu'il y a une limite d'âge à l'implant? Non. Peut-être une limite d'âge inférieure? Oui. Inférieure, oui. En fait, la fin de la croissance est obligatoire. C'est-à-dire pour un enfant, par exemple, on ne peut pas conseiller un implant? Avant la fin de croissance, c'est une contre-indication, oui. Oui. Alors, techniquement, ça se passe sous anesthésie, on l'a dit, anesthésie locale, c'est ça? Même si c'est plusieurs implants, ça se passe comment? Anesthésie locale. Pour démystifier un peu, peut-être pour les plus anxieux. Voilà, non, sous anesthésie locale, c'est comme une extraction aussi. On peut dire que parfois une extraction est plus laborieuse qu'une pose d'implant. Oui. Alors, les techniques ont évolué aujourd'hui. Est-ce qu'on peut placer ce qu'on appelle la mise en charge immédiate? On peut placer une prothèse sur un plan le jour même, par exemple, où on place un implant? C'est faisable aujourd'hui? Oui, moi je dirais beaucoup plus mise en esthétique. En charge mise en esthétique, mais on peut par exemple sortir avec sa couronne provisoire le jour même de la chirurgie. Voilà. Oui.
Et ça rend beaucoup de D'ailleurs, service. c'est mieux d'un point de vue biologique de faire l'extraction. Absolument, voilà. L'implantation, ce n'est pas pour aller plus vite que la musique. C'est vraiment parce que d'un point de vue biologique, ça nous permet de maintenir les tissus. Je reviens encore vers la gencive parce que non, mais c'est important. Oui. Donc, ça nous permet de maintenir le tissu et l'os aussi, le capital osseux que nous avons. Donc, faire l'extraction, faire l'implantation et mettre une provisoire, là, ça nous permet déjà, le patient est très content de sortir et nous aussi, de garder tout notre capital osseux et le tissu, l'architecture gingivale aussi. Oui. En fait, on a commencé à parler d'esthétique et l'avantage majeur aussi de mettre une couronne provisoire, c'est le maintien de l'esthétique. C'est-à-dire, on maintient l'état de gencive au préalable avant l'extraction. La couronne provisoire dans le cas de l'implant ou d'une manière générale? Oui. Là, on est en train de parler de cas d'extraction, implantation immédiate, c'est-à-dire la couronne provisoire juste après l'implant, elle maintient, elle préserve les tissus, c'est-à-dire la gencive en quelque sorte, à l'état préalable avant l'extraction. C'est-à-dire, nous, on ne reconstruit rien, en quelque sorte. On fait l'implant, on met la provisoire et dans 3 mois, on prend l'empreinte et on restaure la fonction et l'esthétique exactement comme l'état au préalable. Oui. Aujourd'hui, ça ne se passe pas tout le temps, hein, comme disait le docteur Hamimed, la mise en esthétique ne se passe pas forcément immédiatement. Ça prend combien de temps généralement? Alors entre la chirurgie, 4 mois, voilà, il faut attendre combien de temps pour sortir avec sa dent? Sa dent finale. Oui. En fait, en général, ça dépend de la qualité de l'implant, c'est-à-dire l'état de surface, mais en général, c'est entre 2 mois à 4 mois. Ça se fait largement. Jusqu'à 4 mois pour avoir sa dent, mais on ne va pas rester avec un vide, on va avoir une prothèse provisoire. Alors, quels sont les risques, hein, docteur Sotri, un échec peut-être de l'implant? On peut échouer, ça peut ne pas réussir? Oui. L'échec, il peut y arriver, donc un échec, parce que pour placer une couronne sur un implant, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le phénomène d'ostéo-intégration. Il faut que l'implant soit entouré de l'os, il soit bien ancré, ankylosé, le terme technique, donc il est bien solide dans l'os pour qu'on puisse mettre une couronne sur. Et si on vulgarise un peu, c'est pour l'exploiter. Après, si il n'y a pas donc cette ostéo-intégration, l'implant est voué à l'échec. Et parmi donc les causes qui peuvent donc aller vers l'échec de l'implant et que cette ostéo-intégration ne soit pas faite, je vais dire en premier l'hygiène, hein. Même quand on pose un implant, quand on ferme donc sur l'implant la vis de cicatrisation, ou bien quand on a la vis de couverture, on est tranquille, on ferme, il y a un deuxième temps chirurgical, mais quand on place la vis de cicatrisation, il faut dire aux patients qu'il faut insister sur l'hygiène tout autour de la vis de cicatrisation pour ne pas avoir donc comment on l'appelle, voilà, pour ne pas arriver donc à l'échec, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir justement? Alors, il est très important, hein, depuis tout à l'heure, on parle de l'hygiène, hein, parce que il faut des suivis réguliers. Hein. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez lancé un appel, hein, pour votre patient qui ne vient pas depuis 3 ans, parce que c'est très important. Puis de ça, d'autant plus que c'est un patient qui a placé, disons-le, toute une mâchoire, c'est-à-dire plusieurs implants. Oui, en bas. Alors, donc, voilà. D'autant plus que. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire très attention à son hygiène. Il faut avoir un suivi régulier. Hein. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que malheureusement, certains patients se disent que voilà, j'ai posé mes implants, j'ai un beau sourire, merci, au revoir. Non, il faut revoir son dentiste. Surtout quand on pose des implants, 3 mois après, 6 mois après, 1 année après. Après chaque année, on doit faire une panoramique, revoir son dentiste. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas vu ou qui s'est récemment déclaré au niveau de votre implant, qui peut être réglé lorsque c'est au début de l'infection, mais lorsque ça avance... Une dernière question, très rapidement. Ça coûte combien un implant aujourd'hui, en moyenne? La question la plus difficile, c'est pour moi. En moyenne? En moyenne, ça varie. En fait, ça varie par rapport à la qualité de l'implant, la qualité de la restauration. En moyenne, finale. il nous reste plus de temps, on termine. 100 000, on va dire, un peu plus que 100 000 dinars. Oui, alors merci beaucoup. Voilà, en moyenne, c'est ce que je disais, hein, docteur Hamimed. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on a pu répondre à une partie des questions, hein, que vous vous posez sur cette thématique, hein, le remplacement des dents. Un mot d'ordre, la prévention, pour ne pas en arriver là, justement, la prévention et l'hygiène dentaire. Merci encore de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve vendredi prochain. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.